Il est l'heure de la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 10 juillet, 4 quotidiens sur la table du matin et 2 images qui se disputent la première page. Les colonnes de fumée au-dessus du détroit d'Ormuz et les bleus qui dansent sur la pelouse de Foxborough. Entre les deux, une France en surchauffe, au sens propre comme au figuré. On commence tout de suite. Et d'abord le fracas des armes, qui fait la une du Figaro. Trump dans une impasse stratégique en Iran. 3 semaines à peine après la signature d'un protocole d'accord, le cessez-le-feu a volé en éclats. 3 pétroliers touchés mardi en franchissant Hormuz, vraisemblablement par des drones iraniens. Riposte américaine, raid aérien contre des installations militaires et navales, et Téhéran qui frappe à son tour des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn, là où mouille la 5e flotte. Adrien Jolme, correspondant du journal à Washington, décrit un président pris entre menaces d'escalade et déclarations apaisantes et cite un Trump déchaîné contre les nouveaux dirigeants iraniens. Ce sont des menteurs, ils ont un problème, ils sont fous. Sa consoeur Isabelle Lasserre ausculte ce détroit d'Ormuz, devenu épicentre du conflit et cœur des négociations, le goulet d'étranglement énergétique le plus important du monde. Et l'éditorial de Patrick Saint-Paul est cinglant. Son titre, Impuissance américaine. Sa formule, impossible d'imposer sa paix lorsque l'on n'a pas gagné la guerre. Le président qui promettait de rendre sa grandeur à l'Amérique fait, écrit-il, une cuisante démonstration des limites de sa puissance. Les lecteurs du Figaro sont d'ailleurs invités à répondre à la question du jour. Craignez-vous un retour de la guerre entre les États-Unis et l'Iran? Deuxième front, climatique celui-là, et c'est le choix de Libération. Canicules à répétition, des solutions pour faire face. 9 départements passent ce vendredi en vigilance rouge, 3e vague de chaleur en moins de 2 mois, et le Haut Conseil pour le climat qui exhorte le gouvernement à accélérer l'adaptation du pays. Logements, écoles, hôpitaux, le journal consacre 4 pages aux décisions qui, selon lui, ne peuvent plus attendre. Dans son éditorial, Hamda Mostafavi choisit un mot qui claque, invivable. Après des années d'indifférence coupable, écrit-elle, il ne s'agit plus de proposer quelques solutions à la marge, mais de consentir des investissements massifs. Et cette pique, qui pensera encore à la canicule à Noël? Le Parisien, lui, regarde la chaleur depuis les étals du marché. Sur les étals de fruits et légumes, le pire est à venir. Pêche plus petite, taches brunes, récolte de pommes attendue en baisse de 20%, 30% du maïs déjà perdu et des pertes qui pourraient grimper à 50% sur les groseilles et les jeunes carottes. Avec, à la clé, des hausses de prix à la rentrée. La ligne de partage entre les agriculteurs qui s'en sortent et les autres, résume le président de l'interprofession, c'est et ce sera l'eau. Le Figaro complète le tableau côté feu de forêt. La France au défi d'accroître au plus vite ses moyens aériens. Changement complet d'ambiance et cocorico en une du Parisien. Irrésistible! France-Maroc 2-0 et voilà les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. 13 tirs à 1, un doublé de maîtrise face à des lions de l'Atlas longtemps accrocheurs et un rendez-vous de gala. Ce sera le 14 juillet contre l'Espagne ou la Belgique qui s'affrontent ce soir. Pierre Chose, dans son éditorial titré « Au suivant », savoure. Ces Bleus-là avancent et rien ne semble pouvoir les arrêter. Et cette définition qui fleure bon les grands étés du football français. Gagner de toutes les manières est le propre des grandes équipes. Et quand aucune ne suffit, il reste Mbappé, Olise ou Dembélé. Le Figaro, en page sport, fait les présentations pour ce soir. Rudy Garcia, le sélectionneur français des Diables Rouges, qui rêve tout haut, je cite, « On veut écrire une belle histoire, sinon ce n'est même pas la peine de la commencer ». En face, l'Espagne de Lamine Yamal qui prévient « Plus les matchs importants approchent, plus je monte en puissance ». La politique maintenant, car à moins d'1 an de la présidentielle, les Échos dégainent leur premier grand sondage Opinionway. Le Pen domine la course à l'Élysée, Philippe est son meilleur challenger.
Entre 34 et 36% d'intention de vote pour la candidate du Rassemblement national, tout juste déclarée après être redevenue éligible, et malgré la confirmation de sa condamnation en appel mardi, très loin devant Édouard Philippe, entre 18 et 22%, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, et un Jean-Luc Mélenchon qui domine la gauche autour de 15%. Le vice-président d'Opinionway Bruno Jambard résume « L'événement a été sa déclaration de candidature, pas sa condamnation ». Dans sa chronique, Cécile Cornudet décrit joliment Le Pen, sondage et tétanie. Un vent de défaitisme dans l'espace central, où un ministre souffle déjà fataliste, elle va gagner. Le journal note aussi que le pouvoir d'achat écrase tout. Première préoccupation de 62% des Français, devant la santé et la sécurité. Le Figaro, de son côté, raconte en 2 pages comment le clan Le Pen s'est reconstitué autour de sa championne. Et ses lecteurs approuvent à 65% le pourvoi en cassation de l'intéressé. L'économie, justement, est une éclaircie en une des Échos. Le risque de récession s'éloigne. La Banque de France revoit à la hausse sa prévision de croissance pour le 2e trimestre. Les entreprises résistent tant bien que mal à la guerre du Golfe et aux canicules successives. Mais le journal garde l'œil sur le thermomètre social. Les défaillances d'entreprises ont encore battu un record au premier semestre. Et Dominique Seux consacre son éditorial à un déficit qui ne fait jamais relâche, celui du régime des intermittents du spectacle. 500 millions de recettes, 1,9 milliard de dépenses. Une situation qu'il qualifie d'invraisemblable au moment où l'on cherche des milliards partout. Avant les nouvelles du monde d'après, un détour par Gaza, car c'est le grand reportage de Libération. Guillaume Pajot et Diane Villemain ont joint par téléphone les habitants de l'enclave, confinés par l'armée israélienne sur un territoire de plus en plus étroit. Ils racontent la survie dans, je cite, « un état de peur et d'incertitude permanente. Faire la queue pour un sac de farine, brûler du plastique pour quelques gouttes de carburant, 20 000 patients en attente d'évacuation médicale. Et cette phrase en une comme une lassitude infinie. Il va falloir partir. Encore. » Plus discret, mais à ne pas manquer dans le même journal, en Hongrie, télévision et radio publique ont dû suspendre leur programme d'information, sommés d'arrêter de mentir après des années de propagande orbaniste. Mardi, la chaîne M1 affichait un écran noir et un simple message d'excuse en lettres blanches. La tech à présent, avec cette question que le Figaro étale sur 2 pages, faut-il craindre une explosion de la bulle IA ? Les chiffres donnent le tournis. Samsung qui multiplie son bénéfice par 19, SpaceX qui lève 85 milliards de dollars, 16 entreprises cotées valant plus de 1000 milliards et le fameux ratio de Shiller au-delà de 40, du jamais vu depuis la bulle Internet de la fin des années 90. La Banque des règlements internationaux compare déjà cette euphorie aux canaux de 1830 et aux chemins de fer britanniques. Bertie Bayard pose la question qui fâche. Les marchés s'aveuglent-ils devant les perspectives de l'intelligence artificielle ? Les Échos préfèrent l'énergie du réel. Au large de Leucate et du Barcarès, les premières éoliennes flottantes françaises produisent à pleine puissance dès ce vendredi, de quoi alimenter 50 000 habitants avant un appel d'offres géant de 10 gigawatts. Le journal salue aussi une pépite de la défense, Kraken, le spécialiste des hors-bords autonomes, valorisé 1 milliard d'euros. Et il épingle au passage les escroqueries à l'assurance, près d'1 milliard d'euros de fraude détectée l'an dernier, en hausse de 5%. Et puis la culture pour finir, avec une voix qui s'est tue. Libération consacre une pleine page à la mort de Bonnie Tyler, disparue mercredi à 75 ans, au sommet de la pop rauque. Léo Soesanto signe un adieu tout en tendresse à cette Galloise dont la voix éraillée était née par accident d'une opération des cordes vocales et à ce tube cathédral Total Eclipse of the Heart, vendu à 6 millions d'exemplaires, une chanson qui, écrit-il, n'en finit pas de commencer. L'éternité commence ce soir et la voilà accrochée à jamais à l'orbite de sa chanson. Dans le Figaro, autre registre, Charlotte Casiraghi se confie sur Monaco, la littérature et la philosophie à l'occasion de son premier essai, La Fêlure. Et notez la parole rare de Michel Houellebecq,
vent debout contre la loi sur la fin de vie, avec une image d'apocalypse, la mer noircie de sang. Enfin, pour le week-end, les Échos vous emmènent au Cap Ferret, sur un fil, dans la Rome de Maria Grazia Chiuri, et à Caen, qui vit sa nouvelle vie sous l'ère Mbappé, tandis que le Parisien s'offre un baptême de voltige avec Gilles Boulot avant le défilé du 14 juillet. Voilà pour ce vendredi 10 juillet, un détroit sous tension, un pays sous le soleil, des bleus en mission et une présidentielle déjà lancée. La presse, elle, ne prend pas de vacances. Excellente journée à toutes et à tous et rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse.